Bienvenue dans cette édition dominicale qui s'ouvre avec le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a inauguré samedi à Kisangani le nouveau pont Chopo 2 jeté sur la rivière du même nom. Il relie la ville de Kisangani à toute la partie nord de la province orientale et à l'équateur. Des travaux réalisés par les ingénieurs de l'Office des routes ont été financés par le Trésor public à hauteur de près de 4 millions de dollars américains. Et puis l'inauguration du pont Chopo symbolise les 11 autres ponts qui sont en pleine modernisation dans cette province. Nous sommes donc en ligne avec le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa Saïdi. Monsieur le gouverneur, après l'inauguration du pont Chopo qui a coûté au Trésor public près de 4 millions de dollars américains, quel est l'agenda du président de la République dans cette province que vous dirigez? De Kisangani et de la province orientale et de toutes les autres provinces qui sont concernées par les liaisons routes ponts ont été vraiment très satisfaits de cette promesse et de ce souci de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de pouvoir lancer la mise en route des ponts sur la RN4. Il n'y a pas que le pont de la Chopo qui a été inauguré. Il faut savoir qu'il y a une série de 11 ponts sur la route nationale numéro 4. Et donc le pont de la Chopo ici dans la ville de Kisangani en est pratiquement le symbole. Donc à part les 11 ponts qui sont complètement changés par des neufs, donc il y a toute une autre série de ponts aussi qui seront réhabilités avec certaines autres pièces qui vont pouvoir servir. Cela a un symbole très important pour la province orientale étant donné que nous sommes vraiment au centre de l'Afrique et aussi nous desservons une bonne partie de la RDC à partir de nos postes frontaliers et cela rencontre aussi l'état des routes qui va en s'améliorant puisque toute la RN4 aujourd'hui est praticable et à la grande satisfaction de la population et des transporteurs. Est-ce qu'on peut parler de la matérialisation de la révolution de la modernité dans la province orientale, réalisation qui rencontre l'assentiment de la population? Écoutez, cette révolution, c'est un état d'esprit surtout qui doit toucher tout l'ensemble de la population et nous attendons que chacun puisse faire un effort déjà à partir du lieu où il se trouve, là où il travaille, là où il habite, c'est améliorer son cadre de vie, c'est entretenir son habitat et les espaces publics et c'est faire mieux le travail à tout niveau et c'est ça vraiment le sens de cette révolution que nous attendons. Et ici, dans l'administration, dans les secteurs privés, chez nos jeunes élèves, étudiants, etc. Parce qu'il ne servirait à rien de mettre des infrastructures qui sont mal utilisées et qui sont après vouées à être abîmées et à ne plus servir. Donc la révolution de la modernité, comme le veut son Excellence Monsieur le Président de la République, avec comme objectif de faire de notre pays un État émergent d'ici 2030, commence par la prise de conscience de chacun. Merci Jean Bamanissa. Je rappelle que vous êtes gouverneur de la province orientale. Massacre de Béni, on en parle encore. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé depuis Béni l'arrestation des présumés auteurs de la mort de 84 civils dans cette ville et territoire du même nom. Richard Mouyej souligne que le gouverneur ou le gouvernement n'est pas opposé à une enquête internationale pour connaître les vrais auteurs de ces tueries perpétrées en l'espace d'un mois dans cette partie de l'Est de la RDC. L'enquête s'est faite parce que nous avons arrêté quelques suspects et je ne veux pas vous dire combien sont-ils. Et ils sont en train d'être interrogés. Boussania Mouissi, président national du RCD-KML, attribue la responsabilité de ces tueries aux rebelles des ADF et aux responsables des FRDC Béni. Une accusation que refute le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu au Nord Kivu pour en savoir plus et partager la peine des familles des victimes. Je suis en train de sourire quand j'entends des personnes parler sur des chaînes périphériques
parce que je constate qu'ils suivent de près la situation. Et beaucoup d'entre eux savent ce qui se passe exactement. Le numéro 1 de l'Intérieur n'est pourtant pas inquiet pour une enquête internationale, comme le propose Mboussa Nyamwisi. J'ai appris qu'il y a des gens qui demandent une enquête internationale. Je ne m'oppose pas à cette idée, surtout que les renseignants commencent à être identifiés. Il y en a un qui a dit qu'il était fortement informé. Et je suis heureux que les enquêteurs puissent avoir une tâche facile. Pour lui, l'objectif de l'ennemi en perpétrant ces tueries était de dresser la population contre ses dirigeants et séparer la population de son armée. Malheureusement, mes frères et sœurs de Béni sont très aguerris, ils sont très lucides. Il a fait cette annonce à partir de Béni, où il conduit depuis quelques jours une délégation gouvernementale dépêchée sur place à la suite de ces tueries attribuées aux rebelles des ADF dans cette zone. On reste sur ce dossier et cette fois c'est le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui a donné son point de vue en rapport avec les propos de Mboussa Nyamwisi qui s'est exprimé sur le massacre de Béni. Nous pensons que les actes de terrorisme sont déjà pris en charge par la justice, aussi bien l'assassinat du général Moustapha Mamadou Ndala que les actes de terrorisme qui ont été à la base de la mort de 80 de nos compatriotes. Et donc, si M. Mboussa Nyamwisi a des informations sérieuses qui peuvent nous conduire aux auteurs de ces atrocités, et ce n'est pas dans les médias qu'il doit les gérer, de les mettre à la disposition du parquet militaire si vraiment il veut travailler pour le pays et pour les populations du Grand Nord qui ont besoin que les auteurs de ces assassinats puissent payer. Il mettra ces informations à la disposition de la justice en coopérant avec l'auditorat général des forces armées pour que ces gens soient punis. Autrement, nous comprendrons que Mboussa n'est pas du tout intéressé à ce que la justice soit faite et qu'il veut simplement semer la confusion. Nous allons le juger à l'œuvre. Donc il a des informations, nous attendons qu'il les donne à ceux qui peuvent les gérer utilement, c'est-à-dire la justice, pas seulement les médias. Autre chose, des Congolais ont reçu une formation des formateurs d'experts pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine demandent au gouvernement congolais d'apporter son expertise dans la gestion du virus à Ebola. Dans cette partie du continent, environ 300 Congolais seront ainsi déployés dans 4 pays africains avec pour mission de stopper cette épidémie. Et puis l'Ordre des informaticiens a vu le jour en République démocratique du Congo. Il regroupe cette catégorie des techniciens appelés informaticiens qui peuvent créer, gérer et réparer des systèmes complexes de l'ordinateur. Une organisation qui se veut modératrice et fédératrice en vue de protéger la profession des informaticiens utiles en ce 3e millénaire. Et puis sortie officielle ce samedi 25 octobre du comité d'appui aux activités du PPRD Kasaï Oriental. La cérémonie a eu lieu au salon Okapi de l'hôtel Venus de Kinshasa. Les membres de cette structure ont été présentés devant plusieurs notables de la ville de Mbujimaï et cadres du parti. Nathalie Bakankengesha nous en fait le point. C'est sur cette ambiance qu'a été lancée la sortie officielle du comité d'appui aux activités du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie Kasaï Oriental. L'objectif de ces comités est de redynamiser les activités du parti à la base. Son président explique. Pour ce qui concerne notre cap, tout devra être mis en œuvre pour ne pas laisser entrer ce démon diviseur et affaiblissant. Nos convictions profondes devraient nous amener à nous soutenir davantage au fin de garantir notre présence agissante au sein des institutions de l'État. Une initiative louée par Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD. Aujourd'hui, dans la marche du parti, il faudrait que les militants eux-mêmes s'approprient leur parti pour qu'ils puissent marcher. Et en ce qui concerne les Cap Kasaï Oriental, il s'agit ici d'un véritable challenge, car d'aucuns prétendent que le président Kabila n'aurait pas de gens au Kasaï Oriental et au Kasaï Occidental. Mais ces hommes, ces femmes de bonne volonté, très bien formés, qui se trouvent ici,
mais c'est eux qui sont en train de faire nuit et jour pour que le message du président Kabila passe. Ce comité, composé de 15 membres, devra travailler d'arrache-pied pour assurer une bonne représentativité de la province aux prochaines échéances électorales. Et dans le reste de l'actualité, les bureaux de vote ont ouvert à 7 h en Tunisie ce dimanche. Les électeurs sont appelés aux urnes pour les deuxièmes élections législatives depuis le renversement du président Ben Ali. Les Tunisiens vont désigner les 217 députés qui les représenteront pendant 5 ans. Députés qui auront la tâche de former la majorité devront gouverner. Les Ukrainiens élisent aussi ce dimanche leurs députés, un scrutin qui devrait profondément modifier la composition de l'unique chambre du Parlement de Kiev, la Rada. Ces élections législatives, les premières depuis le soulèvement contre Yanukovych, ne pourront pas avoir lieu dans les régions de l'Est tenues par les séparatistes pro-russes. Seuls 424 des 450 sièges de la Rada devraient être pourvus. Élection toujours, et cette fois au Brésil, la présidente sortante Dilma face au conservateur Eves. C'est le second tour de la présidentielle. Plus de 140 millions de Brésiliens sont appelés aux urnes pour départager les deux rivaux. Selon les sondages de ces derniers jours, Dilma Rousseff semble avoir pris un tout petit peu d'avance. En sport, sachez que c'est aujourd'hui que l'ASV Club de Kinshasa jouera son destin en finale de la Ligue nationale de la CAF en recevant les Algériens de l'entente Sétif. À ce sujet, tous les Congolais sont mobilisés pour que cette coupe reste en RDC. Ce samedi, le président de l'Assemblée nationale s'est aussi associé à cette mobilisation en appelant tous les Congolais à se ranger derrière l'ASV Club. Restons toujours autour de ce match. À quelques heures du coup d'envoi, toutes les rues de la capitale congolaise sont en ébullition et tout le monde reste confiant et croit à la victoire de représentants congolais. D'autres disciplines sportives congolaises ainsi que toutes les équipes de la RDC témoignent leur soutien à l'ASV Club au-delà des autorités qui ont appelé les Congolais à se ranger derrière l'ASV Club. On finit avec ces derniers hommages rendus à l'artiste musicien Babia Ndonga dit Chokoro avant l'inhumation à la nécropole. L'ancien musicien de quartier latin a été décédé le mercredi 8 octobre dernier en Angola des suites d'un accident cardiovasculaire. C'est depuis le dimanche dernier que le corps de Babia Ndonga a été rapatrié à Kinshasa. La levée de sa dépouille a été observée vendredi de la clinique Ngaliema puis exposée sur l'espace Assanef dans la commune de Lingwala avant l'inhumation qui a eu lieu hier samedi. La nouvelle était tombée le 8 octobre. Le tonitruant Babia Ndonga dit Chokoro, qui a fait la pluie et le beau temps du quartier latin de Koffi Olomide dans les années 90, est mort. Il a fallu plusieurs jours pour que la dépouille de l'illustre disparu soit rapatriée à Kinshasa pour des obsèques dignes de l'auteur de la célèbre chanson Amen. Des politiques, artistes, musiciens, fanatiques ont tous rendu un hommage bien mérité à Chokoro. Son ex-patron Koffi Olomide y était aussi. Chokoro Babia restera l'une des meilleures voix que la musique congolaise de ces dernières années ait connue. La disparition de Babia, la mort de Babia est prématurée. Je pense que ce n'était pas le moment parce que la famille musicale congolaise ainsi que tous les Congos avaient encore besoin de cette voix-là. Mais c'est regrettable parce que trop jeune. Après de longs moments passés auprès de Koffi Olomide, Babia Ndonga avait décidé de faire son bonhomme de chemin et c'est en Angola où il s'était finalement installé et qu'il est décédé à la suite d'un accident cardiovasculaire. C'est la fin de la vie de tout homme, que son âme repose en paix. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la revue de presse.